Figure emblématique de l'histoire politique et spirituelle en République démocratique du Congo, Zakari Badiengila, dit Némoinan Nsemi, s'est éteint à Kinshasa à l'âge de 77 ans. Le créateur et chef du mouvement politico-religieux de Bundudia Congo a milité toute sa vie pour la création d'un État autonome comprenant les territoires de l'ancien royaume du Congo. Les hommages dans le pays comme à l'extérieur du pays fusent de partout, certes, mais que retenir de cette personnalité politique et de son parcours? Le professeur Gilles Biamoko est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, je précise que vous avez été très proche de Némoinan Nsemi. Comment vous les décrivez, vous, à votre niveau? Oui, merci beaucoup de l'invitation. Dire qu'on a été très proche, je ne saurais le dire, sinon je serais membre de son mouvement. Okay. Mais j'étais un des sympathisants, hein, car j'adhérais un tout petit peu à certaines de ses pensées, à certaines de ses doctrines. Comme vous venez de le dire, de son vrai nom, Zakari Badiengila est un originaire du Congo central, dans le territoire de Luozi. Il est né de M. Nsemi Thomas et de Mama Mpolo Ngimbi, du village de Nsuku Malombo et du territoire de Mongo Luala. C'est un esprit, à vrai dire, pour aller vite. C'est un génie que nous avons connu au Congo central et au Congo démocratique en général, mais qui a été très très mal compris. Il a eu tort de voir un peu plus clair avant tout le monde. Okay. C'est quelqu'un qui avait des idées claires, hein, qui a fait montre d'une profondeur d'analyse que vous ne pouvez pas croire. Cela se traduisait d'ailleurs par une force de mobilisation sans équivalent. Il pouvait mobiliser de Kasangulu, sans parler de Kinshasa, de Kasangulu jusqu'au Mwanda. C'est un acteur politique de marque, comme vous le savez. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on s'en rend compte. On est en train de s'arracher la paternité ou bien la proximité avec lui pour tout ce qu'il a eu à faire. Et pour l'ensemble de son œuvre, je profite de l'occasion que vous me donnez pour présenter les condoléances à toute sa famille, biologique d'abord, et à sa famille politique. Nous venons de perdre un grand maître en matière de pensée philosophique, en matière de science, et un scientifique de première heure, parce que c'est un de ceux qui ont fini à Lovanium. Donc, c'est le souvenir que je garde de lui. Et au-delà, il y a encore énormément de choses qu'on peut dire sur son être. Parce que d'ailleurs, certains le catégorisaient dans le camp des mystiques. Voilà, mais ce n'était qu'un être humain. La preuve, vous venez de le voir, il vient de nous quitter. Et il a rejoint ses pairs, ses illustres pairs, au-delà des notaires qu'il a eu à défendre. Alors, beaucoup ne savent pas que c'est un ancien de Lovanium, comme vous l'avez dit, et ne savent pas non plus qu'il a été travailleur, par exemple, à l'hôpital Mama Emo. Effectivement, il a eu une vie avant Bundudia Congo. Il a eu une vie. Effectivement, il est parti à l'âge de 12 ans. Il est parti de son village natal. Il a été amené à Kinshasa par un proche de la famille, M. Bakana, Pierre, qui l'a inscrit à l'Athénée de Ngiringiri, où il a fait ses études de maths physique. C'était un très brillant élève, de telle sorte que lorsqu'il a eu son baccalauréat, il est allé à Lovanium, où très brillamment, il a obtenu sa licence en chimie. Et après cette licence-là, il a eu à travailler comme chef de laboratoire à l'office de route. Et après cela, il a travaillé à l'Institut de médecine tropicale qui est installé à Mamayemo, qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital de référence, l'hôpital général de référence de Kinshasa, où il a occupé les postes de chef de service de bactériologie. C'était un chimiste de premier plan. Il a aussi un peu séjourné en Europe, où vers les années 70,
il a eu à diriger un mouvement, clandestinement, il a eu à diriger un mouvement en faveur de Ndélé, parce que déjà à ce moment-là, il était opposant à Mobutu. Okay. Hein, et lorsque Kasavubu est mort, en 69, vers les années 70, Mobutu avait de sérieux problèmes avec Ndélé. Et lui, il avait considéré que ses frères étaient en danger. C'était Kasavubu et puis Ndélé, le tout premier gouverneur de la Banque centrale. Alors, il a dirigé un mouvement en faveur de Ndélé pour le protéger, pour le défendre. Et il a eu à signer déjà à cette époque-là des correspondances au nom de Monimambu. C'était le pseudonyme qu'il utilisait à l'époque pour écrire. Donc, il a eu une vie. C'est en 86 que tout a basculé, où il s'est rappelé la mission qu'il avait, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'était un esprit. Hein? Alors, tout ça, c'était le résultat d'une révolte ou c'est tout simplement les destins? Bon, c'est à la fois le destin, je peux le dire, parce que la preuve aujourd'hui, il nous quitte, tout en nous laissant le fanion, le bâton de son combat. Mais tout a basculé en 86 lorsqu'il s'est rendu compte que la culture Congo, particulièrement qui était la sienne, était mise en mal. Hein, vous le savez aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, si vous allez au Congo central, la langue qui est parlée est moins le Kikongo plutôt que d'autres langues, Lingala et autres. Alors lui, déjà, à ce niveau-là, vers les années 86, il s'en est rendu compte. Il a dit non, 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 il faut mener une bataille de manière à ce que la culture Congo soit revalorisée et mise en avant. N'est-ce pas là le régionalisme? Il ne s'agit pas du régionalisme. Loin de là. La preuve, c'est que, d'ailleurs, la preuve la plus évidente, comment un régionalisme peut solliciter un mandat pour avoir un mandat national pour représenter le peuple au niveau du Parlement? Alors qu'il aurait pu carrément demander l'autodétermination du peuple Congo et puis la création d'un État. Non, loin de là, il ne l'était pas, il avait été très mal compris. Alors, selon un article des Radio France Internationale, on dit que Némouanda Ntsemi a milité toute sa vie pour la création d'un État autonome comprenant les territoires de l'ancien royaume du Congo. Y a-t-il une différence entre son combat à lui et les combats que mènent les Katangais, certains Katangais, pour obtenir la sécession propre? Voilà. Oui, oui. Non, non. Je crois que là, déjà l'auteur de l'article ne connaît pas très bien l'histoire Congo. Il ne connaît pas très bien non plus la personne. Son combat n'était pas aussi mesquin que celui-là. Bien au contraire. Ce que notre frère, le grand maître Badiangila, Zachary Badiangila, recherchait, c'était la déconstruction de ce que l'Occident a fait en Europe. Parce que c'est là, pour lui, c'était là la source de tous les maux que nous connaissons en Afrique. Si vous reculez dans l'histoire, parce que c'était un très grand scientifique, vous rentrez dans l'histoire, vous allez remarquer que le peuple Congo qui avait reçu l'homme blanc, qui avait dit qu'il avait découvert l'embouchure, alors que, découvrant l'embouchure, il a trouvé des gens, des pêcheurs Congo qui étaient là, à qui ils ont posé la question, comment appelle-t-on ce cours d'eau? Alors, qui avait découvert quoi? Pendant cette période-là, il s'est souvenu que le peuple Congo a été dupé. Et que ça n'est suivi la déportation d'un grand nombre de Bakongo vers l'autre rive de l'Atlantique. Et ça n'est suivi encore la colonisation. Vous voyez, tout cela mis ensemble, il s'est rendu compte que son peuple était dépecé. De telle sorte qu'on montait les uns contre les autres alors qu'on était frères. Et donc, pour cette raison-là, lui ne militait pas pour forcément la création d'un État. D'ailleurs, la notion d'État, c'est une notion occidentale. Pour lui, c'est le royaume Congo, c'est-à-dire c'est une famille beaucoup plus large que les États que nous avons aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas simplement de remettre en cause les États qui existent, mais simplement de reconnaître la réalité culturelle et civilisationnelle de nos anciens royaumes. Et pas seulement pour le Congo central, ou le Congo. Il avait une vue beaucoup plus large, c'était un panafricain. Il a écrit, dans une de ses publications, il a parlé du culte panafricain.
Ça va au-delà du Royaume Congo. Donc par là, vous voulez dire que Némona Ntemi a aussi écrit? Il a beaucoup écrit. Je ne sais pas si quelqu'un a écrit de la même manière que lui. Tenez. En français, il a écrit des livres, à peu près 120 livres. Ah bon. 120 livres. En Kikongo, il en a écrit à peu près 113. Et si vous prenez des feuillets, hein, c'est-à-dire des bulletins qu'il a publiés pour diffuser sa pensée et que ses adeptes et ses sympathisants puissent suivre un peu sa pensée, qu'ils le comprennent bien, il y en a 3300. Je vous donne une référence, vous pouvez aller vérifier. Votre collègue, la dépêche.cd, rend compte de ces différentes publications. Oui, oui. Vous n'en avez pas deux en RDC et même en Afrique qui auront écrit autant que lui. Mais pourquoi tout cela est méconnu du peuple congolais? Lorsque vous parlez de Némona Ntemi, vous n'avez pas l'idée d'une personne qui a autant de publications jusqu'à ces niveaux. Exactement. C'est parce que, vous savez, nous avons un très grand travers en Afrique. L'Afrique tue ses propres fils. Et il le disait lui-même. L'Afrique n'aime pas ses propres fils, ses propres enfants. Et on tend plus la main à l'étranger qui apporte des cadeaux, qui apporte la corruption, qui apporte... Et voilà ce qui a fait que on avait moins, les phares étaient moins tournés vers lui, vers son œuvre, vers ce qu'il pensait et ce qu'il voulait pour la société africaine, et Congo en particulier. Et voilà pourquoi les gens n'avaient pas assez de connaissances sur ce qu'il a fait. Mais c'est un des brillants fils du Congo que nous venons de perdre. Très bien. Alors, avant de scripter votre message de condoléances... In memoriam. In memoriam, très bien. Alors, pourquoi Némona Ntemi a toujours eu des tensions avec différents régimes qui se passent dans notre pays? Il a été en contradiction avec Mobutu, en contradiction avec Kabila fils, en contradiction aussi avec Kabila père, et à un moment avec Tshisekedi avant qu'il intègre l'Union sacrée. Pourquoi tout le temps des tensions avec les pouvoirs? C'est un conservateur de pure souche. Or, nous avons en Afrique, vous le savez bien, vous et moi, que nous, intellectuels africains, nous vivons dans un monde où nous avons perdu nos racines et nous ne savons pas atteindre la civilisation ou le savoir occidental qu'on nous a apporté, que nous avons étudié. Voilà. Et lui, c'est un conservateur. Quand nous avons des États qui sont complètement dirigés, noyautés dans des principes qui sont venus d'ailleurs, alors face à un conservateur qui tient à ses racines, qu'est-ce qui va en advenir? C'était tout simplement cela. Philosophiquement, c'était ça. La remise en cause perpétuelle. Parce qu'en face, nous avions un dominateur qui voulait à tout prix. Et ce dominateur-là, ici, chez nous, était représenté par les différents régimes. De manière à ce que nos valeurs à nous soient mises de côté, n'est-ce pas? Pour que nous considérions que l'homme blanc, l'occidental, l'étranger, ce qu'il apporte, c'est mieux par rapport à ce que nous avons. Et lui, en bon conservateur, ces choses ne pouvaient pas passer. Voilà. Et d'ailleurs, le raccommodement, le rapprochement entre lui et le président Tshisekedi actuel, vous savez, ça se fait sur quel plan? C'est lorsque il a fait comprendre à tout le monde, et personne n'a contesté cela, que Tshisekedi, c'était son neveu. Ah oui. Alors, on ne fait pas du mal à un neveu. Voilà. Alors, dans votre message, vous dites que Némona Ntemi, vous reconnaissez en lui qu'il avait une profondeur d'analyse peu commune. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Lorsque vous lisez ses écrits, de son vivant, lorsqu'on avait le temps de l'écouter, il semblait amener son auditoire à un niveau de compréhension tel que les gens se posaient la question si c'était vraiment un homme qui parlait ou bien si c'était un esprit. Figurez-vous par exemple qu'il a fait le rapprochement entre le Kikongo et la science de l'électron. Okay. Qui a déjà vu l'électron? Mais lui, il l'a déjà envisagé. Il a parlé des choses tellement profondes, qui sont des choses structurantes de notre être. Un peu de l'ontologie, pour parler de la philosophie. L'ontologie Congo, la cosmogonie Congo. C'était ça, ses points forts. Et personne d'autre parmi les Bas-Congo, ou parmi les Congolais en général, et même les Blancs qui se disent panafricains, qui ont écrit,
comme les philosophes Charles de Taylor et les autres, personne n'a eu une profondeur d'analyse comme lui, il l'a fait. Heureusement qu'il a écrit et il nous a laissé un bagage important. Je crois que au niveau du ministère de la Culture ou au niveau des organisations culturelles internationales, on élèvera ce monsieur-là avec tout le bagage qu'il nous laisse à un niveau de grand savant. Parce qu'un grand savant, la marque distinctive d'un grand savant, c'est quoi? C'est sa capacité, sa facilité à enseigner. Lui, il nous a enseigné par la parole, il nous a enseigné par les actes, ce qu'il a eu à faire, mais il nous a aussi enseigné par ses écrits. Donc je crois qu'un musée devra être tout de suite là déjà mis en place pour qu'on ne perde pas toute cette grande richesse que Nkaka Badiengui là nous a laissé. Très bien. Alors, combativité avérée dans l'affirmation de ses convictions. En quelque sorte, vous voulez faire de lui un opiniâtre. Oui, il a été. Un opiniâtre. Non seulement un opiniâtre, mais un iconoclaste. Toutes les icônes pour lui, devant lui, il les cassait. C'était un peu comme si vous vous référez à l'histoire chrétienne. Chaque fois qu'un roi chrétien était en face des faux rois, qu'est-ce qu'il faisait? Il cassait les images de ces rois. C'est ce qu'il était. Je veux vous rappeler un tout petit peu sa prestation à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale. À l'époque où le président de l'Assemblée, c'était l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'économie. Suivez, si vous avez l'occasion de réécouter ce texte, ce message, quand il s'est défendu, pour rendre illégitime l'intervention qui a été faite à Luozi contre ses adeptes. Voilà. Tout en rappelant les causes, les vraies causes. Parce que l'État, à ce moment-là, était inexistant. Et Bundu Dia Congo avait effectivement pris la place de l'État pour rendre justice, pour prodiguer des services sociaux. Et le pouvoir en place avait estimé qu'il était en train d'installer un État, un embryon d'État, tout ça. Et on est allé faire des massacres. Il faut le suivre. Il a tenu tête à Boisbouvier. Oui. Il a toujours répété. Oui. Il a tenu tête à beaucoup de penseurs. Cette combativité-là, nous ne l'avons pas. Ça, il faut le dire. Il faut que nous apprenions les ressorts de cette combativité pour que nous menions, que nous poursuivions son combat. Bon, quoi de plus normal qu'il soit incompris, puisque nous sommes dans un monde où les opinions des autres aussi comptent. Oui, les opinions des autres comptent, mais vous savez, lorsque vous arrivez sur une terre, il le disait, et c'est un adage Congo, quand vous arrivez sur une terre, vous vous dites, amenez pas de loi. Vous devez vous adapter aux lois que vous vous trouvez. Alors, quand les autres viennent chez nous et apportent des points de vue qui sont les leurs, et il n'est pas seul. Regardez par exemple la fameuse phrase très célèbre de Simon Kimbangu, que les blancs seront, l'homme noir deviendra l'homme blanc, et l'homme blanc, voilà. Ça veut dire quoi? C'est exactement le même combat. Donc entre lui et Simon Kimbangu, il y avait pas de différence de conviction. De façon conceptuelle, il n'y a pas de différence. Alors, un peu plus bas, vous dites aussi qu'il était, vous parlez de l'érudition en philosophie, sciences et autres savoirs Congo. En clair, il s'agit de quoi? J'ai parlé d'un savant. Un érudit. Ah oui. Un érudit, c'est un savant. Monsieur Badiengui, là, notre Nkaka à nous, c'est comme ça que, parce qu'au désormais, il a rejoint les Nkulu chez nous, on appelle les Nkulu, c'est-à-dire les anciens. Si vous lisez ses écrits, vous allez vous rendre compte de la profondeur de sa pensée et de l'immensité de son savoir. C'était un scientifique. On ne fait pas la chimie, il ne fait pas la chimie qu'il veut. Vous voyez? Les anciens chimistes, d'ailleurs, on les appelait les magiciens. Il était de cette trempe-là. Et lui, même lui, au-delà. La philosophie. Vous savez que dans la cosmogonie Congo, chez les Congos, il y a une civilisation, il y a une rhétorique, il y a une pensée profonde, il y a l'art de l'initiation, par lequel est passé notamment Kimpa Vita, qui a suivi l'initiation de Kimpasi. Et lui, il connaît tout ça. Alors, pour tout mettre en résumé, il a écrit l'ouvrage maître de la civilisation Congo, qu'on appelle les Makongo. En Kikongo. En Kikongo, voilà. Et c'est un ouvrage de 1000 pages. Et vous le retrouverez aussi en français. Voilà. Et dans cet ouvrage-là, il assoit le principe de vie qu'on appelle le Bukongo.
C'est quoi être un Mukongo? Donc, c'est pourquoi nous disons que c'était un savant. Un savant. Figurez-vous que la Bible soit écrite par une seule personne. Que direz-vous de quelqu'un qui est capable d'écrire et de rendre compte de la pensée? Hein? Même une pensée qui a été développée à l'époque où lui-même n'était pas encore né. Ce qui étonne, c'est qu'il avait il trouvait aussi le temps d'écrire. Ah oui, bien sûr. Sinon, il ne serait pas un scientifique avéré. Il savait bien faire la part de choses entre l'action politique, l'action religieuse, l'action sociale, parce que c'était un très grand mécène, un très très grand papa social, comme on dit dans le langage aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il drainait derrière lui des foules et des foules, des familles entières. Regardez comment, par exemple, sa maison a été squattée par les fidèles de son église, qui préféraient, qui trouvaient la paix d'être à côté de lui plutôt que de rester chez eux ou en famille. Alors, comment il faisait pour créer la démarcation entre sa lutte politique et sa lutte en tant que leader religieux? Puisqu'on avait comme l'impression que c'était ses fidèles, ses adeptes qui, tout le temps, suivaient ses mots d'ordre. Comment il faisait pour créer un peu cette différence-là entre les deux aspects? C'est difficile de le dire. Tout était un en lui. Dans notre message, nous avons rappelé que ça, c'est la preuve, la question que vous posez, peut être justifiée par le leadership qu'il avait. Très bien. Il avait un leadership authentique, j'allais dire authentiquement africain, et qui a été incontesté. Vous voyez? Alors, ce leadership-là se traduisait sur les différents tableaux. D'abord, il a commencé comme scientifique, nous l'avons dit, mais ça, c'est pas ça le plus important. Tout le monde chez nous peut faire des études comme lui et occuper des fonctions. Mais la particularité est arrivée en 86 lorsqu'il a créé Bundu dia Congo. Okay. Bundu, ça veut dire une assemblée. Dia Congo, ça veut dire une assemblée des Bakongo. Alors, c'est là qu'il a mis en place, il a traduit sa pensée de pouvoir conserver les valeurs qui constituent, qui structurent notre être des Bakongo. En fait, quand nous disons Bakongo, je vois ça simplement comme un échantillon. En fait, là, il voulait bien parler des Africains. Voilà. Des Africains. Mais alors, puisqu'il est venu de la société Congo, alors il a parlé de ceux qui connaissaient le mieux. Alors, et partant de là, il s'est fait passer, et d'ailleurs, la communauté l'a investi dans son rôle de Longi à Congo, c'est-à-dire un grand maître de la sagesse Congo. Voilà. Il n'y en avait pas deux, puisqu'il n'avait pas de contradicteur. N'est-ce pas? Il n'avait pas de contradicteur. Et tous ceux qui s'essayaient sur le chemin, il les écrasait. Et il a été investi dans ce rôle-là, et on l'appelait Longi à Congo, c'est-à-dire l'enseignant. Alors, peut-on aujourd'hui conclure, arriver à la conclusion selon laquelle toutes ces charges-là ont fini par peser sur son état de santé jusqu'à le rendre malade? Parce que c'est pas n'importe qui, c'est toute une bibliothèque. Il a écrit, il fallait mener des combats, parfois arrêter. Oui. Alors que c'est un humain. Oui, nous l'avons dit dans notre message, dans son corps de mortel, au fait, c'est un génie qui a habité parmi nous. C'est un véritable phénomène. Il faut que les gens se le disent. Nous sommes tous, j'allais dire, des humains, mais nous ne sommes pas tous pareils. Et lui, il a représenté une exception et il fallait l'approcher pour le comprendre. Alors, sa santé, il faut comprendre que ce n'est pas le fait qu'il a mené une vie d'activité débordante. Voilà. Non, mais il avait plutôt une vie d'ascète. Un ascétisme rigoureux. Voilà. Il ne mangeait pas n'importe quoi, parce que dans le cadre effectivement de son combat, il était conservateur. Il n'était pas dans les supermarchés. N'est-ce pas? Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire que lui, il a déjà vu dans un supermarché. C'est ça. Donc, il menait une vie propre aux Africains, une vie, et d'ailleurs, on le lui rendait bien. Vous connaissez un tout petit peu la petite anecdote, que chaque fois qu'il n'était pas d'accord et qu'il pouvait même en venir aux mains, et ça, on n'en a pas assez dit, voilà. Qu'il a aussi mis en place un mouvement de défense, d'autodéfense, qu'on appelait les Makessa. Voilà. Aujourd'hui, on parle de Wazalendo, mais il y a un précurseur. Il y a un précurseur.
hein, qui a mis en place un mouvement qu'on appelle les Makessa et qui a fait peur au régime. Alors, et donc, au lieu d'utiliser les armes même des gens qu'il combattent, il utilisait quoi? Les noix palmistes. Voilà. Hein, qu'on appelle à Lingala les Ndika. Jusqu'à faire peur même aux forces de l'ordre. Eh bien voilà. Donc c'est pourquoi il faut vraiment se mettre à un certain diapason de connaissances pour dire qu'il n'était pas pareil à tout le monde. Sa santé, oui, c'est vrai, c'est depuis un certain temps qu'il y avait des signes de faiblesse. L'activité débordante, je peux dire aussi oui, parce qu'il devait se ménager de temps en temps. Oui. Les arrestations, ça aussi oui, parce qu'il n'était pas un monsieur accommodant. Il n'était pas accommodant, dans le sens où, je venais de vous le dire, c'était un conservateur de pure souche, et pour lui, sa conception, c'est que ceux qui dirigeaient le pays étaient à la solde de ceux qui venaient nous dominer. Et donc, à ce moment-là, la composition ne pouvait pas être facile. Alors, la succession, il n'est plus là. Pouvons-nous aujourd'hui parler des Némoindantemi en miniature? Existe-t-il ce type de personne? Je ne sais pas vous le dire aujourd'hui tout de suite pour vous dire que non, il a laissé tel comme dauphin ou tel autre. Mais il faut comprendre dans son cas, comme dans le cas de Simon Kimbangu ou de beaucoup d'autres prophètes, il s'agit d'un esprit. Il se lèvera aussi certainement un esprit, n'est-ce pas, voilà, qui poursuivra son combat. Donc à l'heure qu'il est, il est très difficile. La succession matérielle, oui, vous attendez déjà ce qui se passe autour de la maison, la veuve. Voilà. Oui, ça, il faut comprendre. C'est dans le monde des hommes. Mais nous le prenons dans ce qu'il a eu de particulier. C'est un esprit. Et un esprit s'élèvera pour continuer ce combat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à la communauté Né-Congo, puisque comme c'est le cas avec tous les leaders emblématiques ici, quand ils y partent, ce sont des désordres au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Quel est votre message? Mon message, merci beaucoup pour la question. Mon message, il est essentiellement celui de l'apaisement. Vous savez, Dieu nous a dotés des 5 doigts. Sur une main, c'est pour travailler. Voilà. Et lui, il a usé utilement de ses 5 ou même de ses 10 doigts. Alors nous qui restons, on ne nous a pas amputé les 5 mains. Il ne faut pas que nous considérions que ce qu'il a eu à faire, c'est la fortune, la toute dernière, et nous allons nous battre autour de ça. Comprenons ce qu'il a été, perpétuons le combat qu'il a eu à mener. C'est un combat vital pour la race noire. C'est pourquoi il se disait panafricain. C'est un combat qu'il a mené, mais qui n'a pas achevé. C'est un combat que Kimbangu a mené, mais qui n'a pas achevé. Et donc nous avons le grand devoir, et même un défi que nous devons relever, de génération à génération, de manière à ce que nous atteignions ce salut collectif. Nous libérer de l'emprise, pas en excluant les autres. Il a même écrit un autre ouvrage, parce qu'on l'a toujours collé l'étiquette de xénophobe. Non. Il a écrit xénophobe, non. C'est une publication. Si vous retrouvez ces publications, vous le verrez. C'est un monsieur qui était prêt pour la composition. Et c'est ce message que je vais transmettre à tous les Bakongo, que Nkakawele, mais Nkakauneyeto. Ça veut dire quoi? Vive, le roi est mort, mais vive le roi. Voilà. Hein? Notre ancien est parti, mais qu'il continue à vivre. Nous disons aussi que si vous voyez la soutane du chef, sachez que le chef est toujours là. Il est parti, mais il a laissé sa soutane. Donc, nous devons perpétuer ce travail-là. C'est un travail important. C'est un travail, nous le savons, surtout le Congo, dans sa globalité, à l'heure qu'il est, vous le savez, est l'objet des grands complots sur le plan international. Alors, comment ne peut-on pas comprendre que son combat est encore d'actualité? Donc, qu'on mette des querelles de côté, surtout les politiciens. Voilà. Qui courent pour prendre des vidéos. Ah, on a apporté le corps, nous étions le premier à être là. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Pendant qu'il était en vie, il a cherché à être gouverneur. Voilà. Il a cherché à être gouverneur du Congo central pour implémenter ses idées. Voilà. Est-ce que tous ces politiciens-là lui ont laissé la route? Lui ont apporté le soutien? Non. Alors aujourd'hui, comprenez bien que leur hypocrisie tranche avec la sincérité Congo, avec la sincérité d'un homme normal. Et j'espère que le peuple s'en souviendra. Très bien. 2 fois député, il a même tenté, vous l'avez dit, de diriger le gouvernorat. Il a aussi, à un moment, émis son point de vue pour devenir ministre. Alors, que doit faire le gouvernement pour honorer la mémoire de cette bibliothèque?
Merci beaucoup. C'est un homme d'État. Il a été député et pas de moindre. Voilà. Pas de moindre. Et donc, on doit comprendre qu'il faut que l'État lui réserve des obsèques dignes d'un fils honorable. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vous l'ai dit, il nous a laissé une bibliothèque que nous ne pouvons trouver nulle part. C'est un savoir endogène important, pur, que nous devons conserver. Et donc, le gouvernement doit s'en saisir, hein, pour éviter que ça se disperse entre les mains de gens qui chercheraient à tirer à coup de trahison tel ou tel côté de son œuvre politique. Il faut qu'on réunisse cela par exemple, sous la forme d'une fondation, de manière à ce que les gens voient ses œuvres, voient son image, ou lisent ses pensées, et de manière à les perpétuer. C'est tout ce que je pourrais demander, parce que de son vivant, il n'était pas un monsieur enclin au matériel, n'est-ce pas? Alors, pourquoi après sa mort, on chercherait par exemple à demander telle ou telle chose pour la famille? Non, la famille vivra. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Vous avez été très pertinent. On vous suivra de près pour la suite des événements. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup et je vous souhaite bon vent pour cette œuvre que vous avez commencée. Il faut que vous le meniez très loin et très haut. Merci beaucoup. Et là-dedans, mettez-y également une dimension de combat de ce monsieur. Tout à fait. Alors, Madame, Messieurs, ça a été un plaisir de passer ce moment d'émission pédagogique avec vous et à très vite. Merci. Merci beaucoup.